Il voulait que je regarde. Il voulait me voir m'effondrer devant tout le monde, pendant que les bulles de champagne éclataient et que des inconnus faisaient semblant de ne pas fixer la scène. Mais je ne leur ai pas donné ce plaisir. Au lieu de ça, j'ai souri, levé mon propre verre, et lancé quelque chose qui transformerait leur minuit parfait en cauchemar, un cauchemar qu'ils revivraient encore et encore pour le reste de leur vie. Reprenons depuis le début. 5 jours avant le réveillon du Nouvel An, j'ai trouvé un document de transfert de propriété dans la mallette de mon mari. Marcus l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine en partant précipitamment pour son jogging du matin. Je la déplaçais simplement pour faire de la place à ma tasse de café. Le dossier a glissé. Les feuilles se sont éparpillées. Et là, noir sur blanc, notre maison, le brownstone du South End de Boston que nous avions rénové ensemble, était en train d'être transférée à une LLC dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains sont devenues glacées. Marcus était associé en private equity chez Thornbridge Capital. Les LLC et les sociétés écrans, c'était son quotidien. Mais jamais pour nos biens personnels. Jamais sans m'en parler. J'ai pris des photos de tout, les doigts tremblants, remis les papiers en place, puis appelé la seule personne dont je savais qu'elle me dirait la vérité sans l'édulcorer. Maya Chen a décroché à la 2e sonnerie. Elena, il est 7 heures du matin. J'espère que c'est important. Il cache des actifs, ai-je dit. J'ai trouvé des documents de transfert. Marcus met notre maison au nom d'une société dont je n'ai jamais entendu parler. Un silence. Maya et moi avions été colocataires à Boston University 15 ans plus tôt. Elle avait fait des études de droit pendant que je me lançais en histoire de l'art. Aujourd'hui, elle était associée dans l'un des meilleurs cabinets de droit de la famille de la ville, et moi je m'occupais des expositions à la Newberry Street Gallery. Nous étions restés proches à travers tout, y compris mon mariage avec Marcus, il y a 6 ans. « Envoie-moi les photos, dit-elle. Sa voix était devenue professionnelle. Ne le confronte pas. Ne lui montre surtout pas que tu sais. Tu peux passer à mon bureau aujourd'hui ? Je l'ai rejointe à midi. Son bureau d'angle donnait sur le port, les vagues grises de décembre venaient se briser contre les quais. Les photos étaient étalées sur son bureau, accompagnées d'autres documents qu'elle avait déjà récupérés en 3 heures à peine. Elena, quand as-tu vérifié ton rapport de crédit pour la dernière fois ? Je ne sais pas, il y a 1 an ? Pourquoi ? Elle a tourné son ordinateur vers moi. Parce que ton mari a déposé une demande de divorce dans le Nevada il y a 2 mois. La pièce a vacillé. C'est impossible. Je n'ai rien signé. Je n'étais même pas au courant. Il a falsifié ta signature, dit Maya d'une voix douce mais ferme. J'ai récupéré le dossier. La signature ne correspond pas à ton écriture. Je l'ai déjà envoyée à une experte en analyse graphologique avec qui je travaille. Elle peut me donner un avis préliminaire dès demain. Je fixais l'écran. Mon nom. Ma prétendue signature. Mon accord pour dissoudre un mariage que je croyais solide. On avait eu des problèmes, oui. Marcus travaillait énormément. Nous nous étions éloignés. Mais divorcer sans même m'en parler ? Il y a autre chose, ajouta Maya. La LLC appartient à une Vivian Monroe. Ce nom te dit quelque chose ? Si. Vivian était une jeune associée de 26 ans dans le cabinet de Marcus. Elle avait rejoint Thornbridge 2 ans plus tôt, fraîchement diplômée de Wharton. Je l'avais rencontrée lors d'événements professionnels. Ambitieuse, brillante, toujours impeccable. Marcus avait mentionné son nom plusieurs fois, toujours dans un contexte strictement professionnel. Oh mon Dieu! Maya hocha la tête. Je suis désolée. Mais voilà ce qu'on va faire. Tu vas agir normalement. Complètement normalement. Tu m'as dit que Marcus organise le dîner du réveillon à l'Odyssée. 8 autres couples sont invités, amis et clients. Le restaurant sur le toit était son préféré. Bail vitré du sol au plafond, vue imprenable sur le port, $400 l'assiette. Parfait, continua TL. Tu vas y aller. Sourire. Jouer l'épouse parfaite. Moi aussi je serai là, à une autre table, avec mon mari. Tu ne me regarderas même pas. Et quand minuit arrivera, quoi qu'il se passe,
Tu enregistreras tout. Absolument tout. Pourquoi? Parce que s'il est assez audacieux pour falsifier des papiers de divorce, il est assez audacieux pour faire quelque chose de stupide en public. Et quand il le fera, on l'écrasera avec. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Je traversais notre maison comme un fantôme, observant Marcus se préparer pour son jogging, m'embrasser sur la joue avant le travail, me demander comment s'était passée ma journée au dîner. Il était si normal. Si convaincant. Depuis combien de temps répétait-il ce rôle? Le 29 décembre, l'experte de Maya confirma ce que nous savions déjà, la signature était falsifiée. Elle était prête à le défendre devant un tribunal. Le 30 décembre, j'ai ouvert ma boîte à bijoux et découvert que le bracelet en saphir de ma mère avait disparu. Ma mère était morte quand j'avais 16 ans. Ce bracelet était le seul bijou que j'avais gardé d'elle, une fine chaîne en platine ornée de petits saphirs qui captaient la lumière comme des larmes. Elle m'avait fait promettre de l'offrir un jour à ma fille. Je n'avais pas de fille. Et maintenant, je n'avais plus le bracelet. J'ai appelé Maya, en essayant de garder la voix stable. Il a pris le bracelet de ma mère. Tu es sûr? Je le garde toujours dans la même boîte. Il n'y est plus. Maya, il le lui a donné, n'est-ce pas? Probablement. On l'ajoute à la liste. Au minimum, c'est un détournement de biens matrimoniaux. Le réveillon est arrivé, froid et limpide. J'ai passé l'après-midi à la galerie, devant un Rothko que nous venions d'acquérir, sans réellement le voir. Mon assistante m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais simplement fatiguée. À 18h, je suis rentrée me préparer. J'ai choisi une robe bleu nuit, simple et élégante. Mon père aurait dit que c'était mon armure. Il était charpentier, un homme pragmatique qui m'avait élevée seule après la mort de ma mère. Il m'avait appris que parfois, il fallait être de l'acier enveloppé de soie. Il était mort 3 mois plus tôt. Une crise cardiaque, brutale, inattendue. Marcus avait été présent aux funérailles, me tenant la main, organisant tout. Est-ce qu'il planifiait déjà tout ça à ce moment-là? Comptait-il les jours jusqu'à ce que je sois vraiment seule? Marcus est rentré à 19h, déjà en smoking après un rendez-vous client. Tu es magnifique, dit-il en embrassant ma tempe. Prête pour ce soir? Prête, ai-je répondu avec un sourire. L'Odyssée était tout ce que Marcus aimait, exclusif, cher, impressionnant. Nous sommes arrivés à 20h. Les autres couples étaient déjà là, regroupés près du bar avec leurs cocktails, la ville scintillant sous nos pieds à travers les immenses baies vitrées. J'en reconnaissais la plupart, Tom et Jennifer, des amis de fac de Marcus. David et Rachel, des clients qui avaient fait fortune dans la biotech. Les autres, je les avais croisés à divers événements au fil des années. Je faisais la conversation. Je riais aux blagues. Je complimentais les robes, je demandais quel était leur projet pour les fêtes. Mon téléphone était dans ma pochette, l'application d'enregistrement déjà activée. À 20h30, nous nous sommes installés pour dîner. C'est là que je l'ai vu. Vivian Monroe est entrée dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Ses cheveux relevés, maquillage impeccable et à son poignet, captant la lumière des lustres, le bracelet en saphir de ma mère. J'ai cessé de respirer. Marcus s'est levé en souriant et a tiré la chaise à côté de lui. Pas à côté de moi. À côté de lui. Vivian s'est assise comme si c'était sa place. Comme si tout cela était parfaitement naturel. Mes amis, a lancé Marcus, la main posée sur l'épaule de Vivian, je ne crois pas que vous connaissiez tous Vivian. Elle a joué un rôle absolument essentiel dans la fusion cascade. Une analyste brillante. Applaudissements polis. Regard confus dans ma direction. Je gardais mon sourire figé. Le dîner comptait 7 services. Je n'en ai goûté aucun. Je regardais Vivian rire aux histoires de Marcus. Je regardais sa main se poser sur son bras. Je regardais mon bracelet étinceler chaque fois qu'elle levait son verre de vin. À 23h30, le restaurant a baissé les lumières et allumé l'écran pour la retransmission depuis Times Square. Le champagne est apparu sur chaque table. Marcus s'est levé et a tapé sur son verre avant minuit.
Je voudrais dire quelque chose. Le restaurant s'est tu. Cette année a été transformative pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux vraiment, sur l'importance d'être honnête plutôt que de se cacher derrière le confort et la routine. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai sorti mon téléphone, fait semblant de consulter un message et l'ai positionné pour que la caméra ait une vue dégagée sur Marcus. Alors, en entrant dans cette nouvelle année, je fais un changement. Je repars à zéro. Il a pris la main de Vivian. Vivian et moi sommes fiancés. Un murmure d'horreur a traversé la salle. Plusieurs regards se sont tournés vers moi. Vivian rayonnait, levant sa main gauche pour exhiber un diamant capable d'aveugler un cheval. Marcus s'est alors tourné vers moi. Son expression était presque compatissante. Elena, je sais que c'est maladroit, mais tu savais que ça arriverait. Tu as signé les papiers en novembre. Tu te souviens? Nous sommes divorcés depuis 6 semaines. Il est temps d'avancer. Le silence était assourdissant. Tous les regards étaient désormais fixés sur moi. Ils attendaient que je pleure. Que je crie. Que je fasse un scandale. Je souris. Ah bon? Marcus cligna des yeux. Quoi? J'ai signé des papiers? Tu es sûr de ça? Sa confiance vacilla. Elena, ne sois pas dramatique. Tu sais très bien que si. Mon avocat te les a envoyés. Tu les as signés et renvoyés. Je me suis levée lentement, posant ma serviette sur la table. Ton avocat a envoyé des papiers. Quelqu'un les a signés et renvoyés. Mais Marcus, es-tu absolument certain que cette personne, c'était moi? De quoi tu parles? Mais l'assurance avait quitté sa voix. J'ai lancé l'enregistrement réalisé plus tôt avec l'experte en écriture de Maya. La voix de la femme a rempli le silence, nette et professionnelle. Sur la base de mon analyse de la signature figurant sur les documents de divorce déposés dans le comté de Clark, Nevada, comparée aux spécimens authentifiés de l'écriture d'Elena Hartley, j'estime, en tant qu'experte, que la signature n'a pas été réalisée par Elena Hartley. Les points de pression sont incorrects. La formation des lettres est incohérente et plusieurs indicateurs montrent une simulation. Il s'agit d'un faux. J'ai stoppé l'enregistrement. Donc non, Marcus. Je n'ai pas signé tes papiers. Ce qui signifie que nous ne sommes pas divorcés. Ce qui signifie que tu viens d'annoncer tes fiançailles avec ta maîtresse alors que tu es toujours marié avec moi. Devant 16 témoins. La couleur quitta son visage. Le sourire de Vivian se figea en une grimace grotesque. C'est impossible, dit Marcus. Tu mens. C'est une sorte de manipulation. Oui, ai-je répondu calmement. C'en est une. Falsifier la signature de quelqu'un sur des documents juridiques, c'est une fraude. Un crime, en fait. Un mouvement attira mon regard. Maya venait de se lever 3 rangées plus loin. Elle s'approchait de notre table. Je ne l'avais jamais autant aimée qu'à cet instant. Marcus Hartley, déclara-t-elle d'une voix qui porta dans tout le restaurant silencieux, je suis Maya Chen, avocate. Je suis ici pour vous signifier plusieurs documents. Elle posa une liasse de papier devant lui. Ses mains tremblaient. Premièrement, une ordonnance restrictive vous interdisant d'accéder ou de transférer tout bien matrimonial. Deuxièmement, la notification de l'ouverture d'une enquête pour fraude par le bureau du procureur général du Massachusetts. Troisièmement, l'information que votre employeur, Thornbridge Capital, a été informé de l'enquête pénale et mènera son propre examen interne. Puis Maya se tourna vers Vivian. Mademoiselle Monroe, je dois vous informer que vous portez actuellement un bien volé. Ce bracelet appartient à ma cliente et a été retiré du domicile conjugal sans sa connaissance ni son consentement. La main de Vivian vola vers le bracelet. Marcus me l'a donné. C'est un cadeau. Je n'ai rien volé. Marcus n'avait pas le droit de l'offrir, dis-je d'une voix ferme. Ce bracelet appartenait à ma mère. La seule chose qu'il me reste d'elle. Et vous le portez comme un simple accessoire de fête. Je ne l'enlèverai pas, lança Vivian, mais sa voix tremblait. Maya sortit son téléphone.
Dans ce cas, je vais appeler le Boston Police Department et signaler le vol d'un bien d'une valeur supérieure à 10 000 $. Ils régleront cela au commissariat. 10 000 ? Les yeux de Vivian s'écarquillèrent. Marcus m'a dit que c'était de la fantaisie. Les saphirs sont birmans, dis-je. Le platine est ancien. Ma mère l'a acheté en 1985 pour 8 000 $. Sa valeur actuelle est estimée à 12 000. Donc oui, refuser de le rendre constituerait un vol aggravé. Les doigts de Vivian s'agitèrent sur le fermoir. Le bracelet tomba sur la table avec un léger tintement. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Maya ramassa le bracelet et me le tendit. Son poids dans ma paume me brûla les yeux, mais je refoulai les larmes. Le compte à rebours pour minuit commença. 10. 9. 8. Autour de nous, le restaurant était figé. Tout le monde regardait notre table au lieu de l'écran. 3. 2. 1. Bonne année, Marcus. Son visage était gris. Elena, s'il te plaît. On peut en parler. J'ai fait une erreur. J'étais perdue. On peut arranger ça. Tu as raison, ai-je répondu. On peut arranger ça. Avec des avocats, des juges, et un divorce très public où tout le monde découvrira exactement quel genre d'homme tu es. Je me suis tournée pour partir. Maya s'est aussitôt placée à mes côtés. Derrière nous, j'entendais Vivian sangloter. Quelqu'un demandait à Marcus ce qui lui avait pris. Les chuchotements commençaient déjà à les ragots qui, au matin, feraient le tour de toute la haute société de Boston. Maya m'a raccompagnée chez moi. Pas au brownstone que je partageais avec Marcus, mais dans l'ancienne maison de mon père, à Dorchester. Je l'avais héritée à sa mort, sans jamais trouver le courage de la vendre. Cette nuit-là, j'en étais reconnaissante. Nous nous sommes assises dans la cuisine où mon père préparait des pancakes le dimanche matin. Maya a fait du thé. Je tenais le bracelet de ma mère dans ma main et j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Le cabinet va le licencier, dit Maya. Une enquête pour fraude plus ce désastre public ? C'est fini pour lui. Tant mieux. Vivian pourrait aussi être poursuivie. Recel de biens volés et complicité de dissimulation d'actifs. Au minimum, elle perdra son poste. Tant mieux aussi. Maya m'observa attentivement. Ça va ? Non, répondis-je honnêtement. Mais ça ira. Les 6 mois suivants furent brutaux. Marcus tenta tout, supplier, menacer, proposer des arrangements. Son avocat était cher. Le mien était meilleur. Maya me mit en contact avec une spécialiste du divorce qui ne tolérait aucune fraude. L'experte en écriture témoigna. Les faux documents furent rejetés. Le divorce du Nevada fut annulé. Nous avons recommencé la procédure dans le Massachusetts, où je jouais à domicile. Le cabinet de Marcus le licencia. L'enquête pour fraude révéla suffisamment d'irrégularités pour recommander des poursuites. Le procureur finit par accepter une probation et un remboursement, mais sa réputation dans les cercles financiers de Boston était détruite. Vivian perdit aussi son emploi. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle était retournée à New York, dans un cabinet bien plus modeste. Le divorce fut prononcé en juin. J'ai obtenu le brownstone, la moitié des comptes retraite de Marcus, et une compensation tenant compte de 6 années de mariage et de sa fraude. Mon avocate s'assura que tout le monde comprenne pourquoi nous demandions plus qu'un simple partage standard. Mais gagner ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Mon père était mort 3 semaines avant que je découvre ces documents de transfert de propriété. J'étais tellement engloutie par le chagrin que je n'avais pas vu les signes de l'infidélité de Marcus. Des mois de mensonges m'avaient échappé. Et pendant la bataille du divorce, au moment où j'aurais dû faire mon deuil, je me noyais dans les rendez-vous d'avocats, les audiences et la dissolution publique de mon mariage. Je n'ai jamais vraiment eu le temps de pleurer mon père. En juillet, Marcus m'a envoyé un email. Il disait comprendre pourquoi je l'avais exposé publiquement. Il disait accepter les conséquences. Il disait qu'il m'aimait encore, ce qui était l'insulte suprême. Je l'ai supprimé sans répondre.
En août, je suis retournée à la galerie à plein temps. Je me suis jetée dans le travail, organisant une exposition intitulée After Midnight, consacrée à des artistes ayant créé leurs œuvres les plus fortes après un traumatisme ou une perte. Elle a ouvert en septembre et a reçu d'excellentes critiques. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai commencé une thérapie. J'ai adopté un chat nommé Rothko, qui renversait mon café chaque matin et dormait sur mes pieds chaque nuit. Je portais le bracelet de ma mère lors des vernissages et des réunions importantes. Parfois, on me demandait son histoire. Je répondais que c'était un héritage d'une personne qui m'avait appris qu'il fallait protéger farouchement les choses belles. Le soir du Nouvel An, presque un an après ce dîner à l'Odyssée, Maya m'a invitée à une petite fête chez elle. Juste elle, son mari et quelques amis proches. Nous avons joué à des jeux de société, mangé trop de fromage et compté à rebours jusqu'à minuit avec du cidre au lieu de champagne. À 23h50, Maya m'a prise à part. « Comment tu vas, vraiment ?» J'y ai réfléchi. Au brownstone qui était désormais vraiment le mien. À la carrière que j'avais reconstruite. Aux séances de thérapie où je commençais enfin à apprivoiser la mort de mon père. À la manière dont j'apprenais, lentement et prudemment, à refaire confiance. Ça va, dis-je. Je ne suis pas guérie. Je n'ai pas tourné la page. Mais ça va. Maya sourit. C'est déjà énorme. À minuit, nous nous sommes pris dans les bras et avons formulé nos vœux pour la nouvelle année. J'ai souhaité la paix. L'art. Un amour qui ne nécessite ni mise en scène ni mensonge. Je pensais parfois à Marcus. Je me demandais s'il comprenait vraiment ce qu'il avait perdu. Pas l'argent, ni le poste, ni le statut social, même si c'était cela qui comptait pour lui. Mais moi. La personne qu'il avait aimée sincèrement, avant qu'il décide que la sincérité ne suffisait pas. Je pensais aussi à Vivian. À ce qu'elle avait appris en voyant son plan parfait s'effondrer. À savoir si elle pouvait encore porter des saphirs sans penser à la femme qu'elle avait tenté de remplacer. Mais surtout, je pensais à moi. À celle qui était assise à ce dîner du réveillon et qui avait souri à travers sa propre humiliation. Qui avait enregistré le moment de sa trahison publique non par vengeance, mais par désir de justice. J'avais gagné tout ce qu'un tribunal pouvait m'accorder. Mais la vraie victoire n'était ni la maison, ni l'accord financier, ni même la satisfaction de voir Marcus faire face aux conséquences. La vraie victoire, c'était ceci. J'ai survécu. Je me suis reconstruite. J'ai appris que j'étais capable d'être de l'acier enveloppé de soie, comme mon père me l'avait enseigné. Et quand minuit a sonné et qu'une nouvelle année a commencé, je me tenais dans une pièce remplie de gens qui m'aimaient vraiment, un verre de cidre à la main, le bracelet de ma mère au poignet. Et pour la première fois depuis longtemps, je recommençais à me sentir entière. Cela valait infiniment plus que n'importe quelle revanche.